Bonjour, chers invités. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin à ce webinaire sur l'opportunité des données en Afrique, flux de données transfrontaliers, ainsi que l'impact de la localisation des données sur l'Internet des objets. Nous aurons des discussions très enrichissantes, certains de nos invités. Mais avant de continuer, j'invite mon collègue Boris pour le mot d'introduction. Oui, bonjour et merci d'avoir pris le temps ce matin de nous rejoindre aujourd'hui. Permettez-moi de vous souhaiter bienvenue à ce webinaire de la GSMA dans lequel on va explorer ensemble plusieurs thèmes interdépendants autour de la protection des données, les flux de données transfrontaliers, du commerce et des technologies qui transforment nos sociétés, telles que l'IoT et le 5G, qui sont tous essentiels pour la prospérité future de l'Afrique. Depuis l'époque de la création de l'Organisation de l'Unité africaine dans les années 60, qui est devenue l'Union africaine, le chemin vers une union politique et économique panafricaine a été parfois long et difficile. Mais il y a eu quand même des grands progrès et des jalons. Et une de ces étapes très importantes est peut-être la zone de libre-échange continentale africaine qui a été établie récemment, qui a démarré le 1er janvier de cette année. La réduction des droits de douane et des tarifs est un aspect fondamental d'un continent intégré dans lequel les biens et les services peuvent circuler librement, dans lequel les pays et les cultures et les personnes, les citoyens sont plus connectés que jamais. Mais nous savons aussi que les économies dans lesquelles les biens et les services sont échangés sont soutenus par les technologies et les données. Les données qui peuvent conduire à une meilleure prise de décision. En anglais, je dirais data-driven strategies ou data-driven economies. Des données qui doivent être disponibles, des données qui doivent être protégées pour que la vie privée et les droits de l'homme soient respectés. Et en même temps, nous contactons à travers le continent pour saisir l'opportunité des données, qui est quand même le sujet de cette webinaire. Il y a ceux qui veulent encore soutenir des restrictions de données, non, des restrictions de localisation de données pour conserver les données dans leur pays. Et ça, il faut que nous essayions de comprendre la motivation. Donc, alors que nous poursuivons notre voyage vers un continent intégré et qui sait, peut-être un jour vers un marché numérique unique, ce webinaire essaiera de répondre aux questions suivantes. Pourquoi les flux de données sont-ils nécessaires? Est-ce que les restrictions de localisation de données sont-ils jamais justifiées? Que se passe-t-il lorsque les pays imposent des mesures de localisation? Et comment pouvons-nous faciliter les flux de données transfrontaliers en Afrique d'une manière qui protège la vie privée des personnes, qui respecte les droits de l'homme et qui peut rassurer les pays qui mettent en place les mesures de localisation? Et avec ça, je vous remercie et je redonne la parole à Alain. Merci. Merci beaucoup Boris. Je rappelle que Boris est directeur de tout ce qui est protection des données au sein de la GSMA. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de notre dernière étude sur le sujet qui sera faite par Seni. Seni est Senior Policy Manager à la GSMA. Il est basé au Sénégal, à Dakar. Avant la GSMA, il a travaillé pour Smart Africa pendant quelques années et avant Smart Africa, il a également travaillé pour le régulateur du Sénégal. Seni a participé à beaucoup de travaux de l'UIT et il a une grande expertise sur tout ce qui est protection de données, droit de la concurrence. Seni, sois le bienvenu. À toi la parole.
Merci beaucoup Alain et merci beaucoup pour cette présentation. Avant de démarrer ma présentation, donc sur votre écran à droite, vous aurez un sondage qui va démarrer. Ok, so Niv, you can start the poll. Donc vous aurez un sondage qui sera là durant toute ma présentation et nous vous invitons à répondre à ce sondage-là. Ce sondage-là, vous aurez une seule question, la question c'est lequel de ces énoncés est le plus important? Les flux transfrontaliers de données devraient être autorisés autant que possible ou bien les flux transfrontaliers de données devraient être étroitement contrôlés. Donc, nous vous invitons à répondre. OK, first slide. Merci beaucoup. Donc, depuis le 1er janvier de cette année, je pense que vous êtes tous au courant que la zone de libre-échange continentale africaine qui s'appelle ZLECAf a vu le jour. Donc, depuis le 1er janvier, entre les 55 pays africains. Donc, ce lancement-là, c'est une étape cruciale sur la voie de l'intégration panafricaine avec des aspirations à améliorer les économies et, plus important encore, la fortune des citoyens ordinaires à travers tout le continent. OK? Bien que la concurrence entre les pays va se poursuivre et se poursuivra toujours, cela marque un changement décisif dans la perception de l'ensemble de l'Afrique comme un bloc commercial et surtout les gouvernements africains qui vont reconnaître qu'ils sont plus forts ensemble. Donc, c'est ce que nous cherchons à faire en Afrique avec même la création de l'Alliance Smart Africa. Donc, le libre-échange concerne principalement le démantèlement des tarifs et des droits de douane sur les biens et services, mais joue de plus en plus un rôle pour stimuler, faciliter la circulation des données. D'accord. Et les données du 21e siècle, comme nous le savons, sous-tendent non seulement l'économie numérique ou l'économie numérique, mais l'ensemble de l'économie et puis aussi les stratégies basées sur les données qui tirent parti des informations issues des données peuvent favoriser une meilleure prise de décision, que ce soit au niveau de l'entreprise, de l'économie du pays ou de l'ensemble de l'Afrique. Après tout, il y a une raison pour laquelle les récents accords commerciaux importants tels que le RCEP, donc ces 14 pays dont la Chine, ainsi que l'accord commercial entre le Japon et l'Union européenne, qui était accompagné d'un accord selon lequel les lois de protection des données de l'autre offraient un niveau de protection adéquat. Donc, ces différentes lois mettent fortement l'accent sur le flux des données. Donc, le flux de données, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Aujourd'hui, alors que les accords commerciaux et surtout les ministres des Finances des gouvernements évaluent les avantages économiques des flux de données, ils reconnaissent également que les flux de données ne peuvent fonctionner que si nous efforçons d'atteindre un niveau élevé commun de protection des données. Donc, la protection des données, c'est vraiment très important et le respect des droits de l'homme qui est équivalent partout où les données sont. Donc, cela à son tour nécessite l'adoption généralisée de lois sur la protection des données qui vont, premièrement, accorder des droits solides aux individus et leur permettant de comprendre et de contrôler ce qui se passe avec leurs données, imposer aux entreprises et aux gouvernements des obligations d'utiliser les données légalement et d'atténuer les risques, et enfin mettre en place des autorités de protection des données indépendantes et dotées de pouvoirs et de ressources suffisants pour encourager les bonnes pratiques, faire appliquer la loi et coopérer entre elles au-delà des frontières. Donc, vous allez voir aujourd'hui, nous avons même un invité qui vient de la CDP du Sénégal et en ligne aussi, nous avons aussi l'agence du Burkina Faso qui aujourd'hui est la présidente de l'Association des protections des données en Afrique de l'Ouest. Slide 2. Ok, donc c'est ce niveau de protection, élevé de protection qui favorise la confiance, aide les consommateurs à adopter de nouveaux services et technologies et une fois alignés sur les géographies, permet aux données de voyager. Donc, GSMA aujourd'hui a travaillé avec l'économiste Housukli Makiyama pour voir si nous pouvions trouver quelque chose de tangible dans le contexte de l'IoT. Ok? Parce qu'en effet, les avantages des flux de données transfrontaliers sont bien compris. Les individus restent connectés à une richesse de connaissances et d'apprentissage. Les entreprises peuvent tirer parti des services et de l'expertise cloud, donc les nuages, et l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle peuvent exploiter la source des ensembles de données de plusieurs pays. Et enfin, nous avons de meilleures perspectives
de meilleures décisions pour l'économie et la société. Et pourtant, nous constatons un fort appétit pour les soi-disant exigences de localisation des données. Donc, de plus en plus des pays exigent que les données soient localisées dans leur pays. Et donc, ça oblige à conserver certains types de données dans un pays ou un site pour utiliser des fournisseurs locaux ou des installations informatiques. Donc, ceci est particulièrement pertinent pour le secteur des télécoms où les restrictions géographiques sur les données des abonnés ainsi que les restrictions sur ce que les opérateurs mobiles peuvent et ne peuvent pas faire avec les données sont assez courantes. Donc, je vous rappelle que dans notre rapport de 2018 de la GSMA sur les flux de données transfrontaliers et qui s'intitulait Réaliser les avantages et éliminer les obstacles, nous avons fourni une vue qualitative des avantages des flux de données transfrontaliers et des raisons utilisées par les gouvernements pour justifier les exigences de localisation des données. Donc, allant de la sécurité nationale à l'économie. Les décideurs ont vraiment besoin de quelques faits et chiffres concrets. Donc, aujourd'hui, ce que nous avons, donc, nous avons réalisé l'étude et là, vous pouvez retrouver l'étude, vous pouvez la télécharger sur notre site. Nous vous mettrons le lien après dans le chat box. Aujourd'hui, le rapport, il est en anglais, mais vous avez le résumé en français, en anglais et en français. OK? Donc, et ce rapport, c'est les raisons pour lesquelles les données doivent circuler sont faciles à décrire, mais difficiles à quantifier. Donc, vous aurez toutes les analyses que nous avons pu faire pour justifier cela. Donc, ce que nous avons, next slide. Donc, ce que nous avons retrouvé, c'est que le nombre de connexions liées à l'Internet des objets augmente de près de 15% par an, ok, et devrait atteindre environ 25 milliards de connexions d'ici 2025. Vous voyez que c'est important et il ne faudrait pas que l'Afrique soit en reste. Et les secteurs qui sont fortement impactés par l'IoT jouent un rôle crucial dans les économies émergentes comme l'agriculture, l'industrie manufacturière de base, les transports, la logistique, la santé et l'éducation. Okay. Et on voit que l'IoT est devenu une technologie horizontale. Donc, horizontale, ça veut dire que ça affecte presque tous les secteurs aujourd'hui, les secteurs économiques de notre environnement. Et la notion de l'IoT et des technologies associées a un impact transformateur sur la façon dont les gens vivent et la façon dont les entreprises ils vont faire des affaires. Donc, ce qui signifie que les gains de l'IoT commencent à produire des effets économiques de premier et de second ordre sur l'ensemble de l'économie. Donc, vous avez plusieurs projets aujourd'hui qui utilisent l'IoT et même l'intelligence artificielle en Afrique. Donc, dans notre étude, nous examinons l'IoT en Indonésie, en Afrique du Sud et au Brésil. Donc, 3 pays de différentes parties du monde avec des structures économiques qui sont très différentes. Par exemple, le Brésil est très orienté vers l'exportation. Le slide suivant. Next slide, please. OK. Donc, premièrement, nous commençons par estimer les gains attendus de l'IoT pour chaque pays à l'aide des données de la GSMA Intelligence. Donc, au niveau de la GSMA, nous avons une direction qui fait toutes les études et qu'on appelle la GSMA Intelligence. Donc, ça a été fait en 2019. Et en ajustant le taux d'adoption de l'IoT, la part des entreprises dans l'économie qui utilisent la technologie et la contribution sectorielle à la valeur ajoutée totale. Deuxièmement, après, on voit que l'IoT n'a pas seulement un impact sur la productivité de l'économie nationale. Donc, l'utilisation de la connectivité, y compris l'IoT, facilite également le commerce, l'investissement et d'autres activités économiques transfrontalières. Donc, à l'aide d'un modèle de commerce mondial développé par l'OMC, notre étude évalue la réduction des coûts commerciaux qui résultent du commerce électronique et puis de la connectivité largement. Troisièmement, enfin, nous examinons comment les restrictions hypothétiques de localisation des données auraient un impact sur les 3 économies, donc que ce soit le Brésil, l'Indonésie et l'Afrique du Sud. Donc, les restrictions de localisation, donc elles peuvent aujourd'hui augmenter les coûts commerciaux grâce à la nécessité de dupliquer les infrastructures informatiques, et puis ça c'est coûteux, tels que les data centers. Ça peut aussi réduire l'efficacité commerciale et l'avantage concurrentiel en imposant
des restrictions sur les flux de données transfrontaliers qui entravent les TIC et les opérateurs mobiles alors qu'ils se déplacent pour introduire de nouveaux et de meilleurs services. Enfin, si on impose des échanges de localisation, on peut réduire le choix des entreprises, des communautés et des particuliers qui auront accès à des applications et des services plus limités et de moindre qualité, fournis par un plus petit groupe de fournisseurs au niveau national. Donc là, vous avez, donc en Afrique du Sud, par exemple, ça va jusqu'à 68% de pertes au niveau, c'est-à-dire l'impact, on est allé jusqu'à 68%, Indonésie c'est 61%, et vous voyez qu'au Brésil c'est 59%. Donc vous voyez après que ce sont les mêmes chiffres. Et au niveau du coût de pouce de l'IoT, on voit qu'au niveau de l'Afrique du Sud, on a eu une augmentation en pourcentage du PIB de 2,6%. Donc ça va de 0,5% au Brésil, 0,9% en Indonésie et 2,6% en Afrique du Sud. OK? Donc, slide suivant. Donc, au niveau des marchés émergents, nous voyons que il y a trois avantages pour l'IoT. Le premier, c'est l'augmentation de la productivité. Ensuite, vous avez l'énergie améliorée de rentabilité. Et enfin, l'IoT permet d'avoir un impact réduit au niveau environnemental. D'accord? Donc, ce qui fait que l'impact de l'IoT pour nos économies émergentes est sous-évalué. Et aujourd'hui, nous voyons aussi que de plus en plus des opérateurs font des demandes auprès des régulateurs pour obtenir des fréquences pour pouvoir offrir des services IoT. Next slide. En 2020, nous avons été témoins de la véritable puissance de la numérisation, donc de la digitalisation, si on veut dire. Les pays dotés d'infrastructures TIC et numériques plus développés ont mieux réussi à faire face à l'impact économique de Covid-19. Okay? Donc, nous le vivons tous actuellement. La numérisation promettait d'avoir un impact positif sur la façon dont nous vivons, travaillons et communiquons. Les gouvernements de la région se concentrent sur l'accélération et l'adoption du service numérique afin de stimuler la croissance de l'économie numérique. Cette focalisation sur l'économie numérique va conduire à une croissance accélérée de l'IoT et donc l'IoT va bientôt transformer les entreprises, dynamiser les communautés et autonomiser les individus. Elle peut également profiter au pays en augmentant la productivité, augmentant l'emploi, les exportations, l'efficacité énergétique et le PIB. Donc, mais ceci est essentiel car les gouvernements vont se concentrer sur les activités de reprise économique, surtout actuellement. Sur le plan économique, il faut savoir que l'Internet des objets va entraîner des réductions de coûts grâce à des gains d'efficacité et une flexibilité de production accrue. En outre, cela permettra des boucles de rétroaction plus courtes entre les différentes étapes de production, de conception, du prototypage, de la production en série, des tests et de la mise sur marché. Okay? Donc, dans l'ensemble, ce qu'on peut retenir, c'est que l'IoT va conduire à une productivité accrue. Okay? Donc, c'est un des bénéfices. Une efficacité énergétique ou des coûts accrus et un impact environnementalement moindre. Donc, ça contribue de manière significative à la croissance économique de l'économie numérique et au PIB d'une nation. OK? Donc, ce que nous pouvons constater, c'est que l'IoT va apporter des gains, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'IoT va aussi dépendre des données et de la disponibilité des données au-delà des frontières. Et si des restrictions de localisation des données sont imposées, ces gains ne seront pas seulement légèrement érodés, ils pourraient être réduits de moitié ou pire. Donc, vous le voyez sur la courbe. Donc là, vous voyez 50% de réduction si des conditions de localisation sont imposées. Alors que nous examinons la question du libre-échange panafricain et de la protection des données aujourd'hui à travers le continent, donc nous espérons que ce type de contribution au débat aidera à concentrer nos esprits. Next slide. Donc, dans ce graphe ici, ce que vous voyez, c'est que dans le graphe d'en haut, donc c'est la contribution du déploiement de l'IoT en Afrique du Sud
et on voit que ça a permis une augmentation du PIB. Les exportations aussi ont augmenté, les importations également, donc ils ont vraiment augmenté, donc c'est près de 6,1%. La consommation aussi a eu une forte augmentation, l'investissement et aussi au niveau de l'emploi. Cependant, lorsque des exigences de localisation sont imposées, vous voyez que tous ces éléments-là ont eu un impact négatif, surtout au niveau de l'investissement et aussi au niveau des importations. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que nous ayons une discussion entre gouvernement, régulateurs, opérateurs, afin de minimiser l'impact ou bien même de réduire les exigences au niveau de la localisation des données. Next slide. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que d'après le rapport, donc, il est clair que l'IoT offre différentes opportunités de croissance pour nos économies, pour les économies émergentes. Donc, cette situation est cohérente dans tous les pays étudiés, malgré que les régions que nous avons utilisées et les structures industrielles, ainsi que les politiques industrielles, qu'elles sont différentes. OK? Donc, il faudrait que les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, ils ne peuvent pas se permettre d'être complaisants, mais doivent commencer à réfléchir très sérieusement aux mesures qu'ils prévoient de prendre pour faciliter et accélérer l'adoption et la mise en œuvre de l'IoT et des technologies associées. De la même manière, ils doivent éviter toute mesure qui pourrait compromettre les gains d'efficacité et les économies de coûts que ces technologies peuvent générer. En particulier, les exigences au niveau de la localisation et autres restrictions sur les flux de données transfrontaliers ne devraient être appliquées que lorsqu'ils sont absolument essentiels et mis en œuvre de manière à limiter au minimum le commerce. OK? Donc, dans l'ensemble, ce que nous pouvons retenir, c'est que les résultats montrent que les restrictions ainsi que les exigences au niveau de la localisation similaires sur les flux de données transfrontaliers peuvent réduire considérablement les gains d'efficacité obtenus en adoptant et en mettant en œuvre l'IoT, OK? Ainsi que les technologies associées. Donc, les restrictions sur les flux de données transfrontaliers augmentent considérablement les coûts pour les entreprises tout en réduisant leur rentabilité et les recettes fiscales qu'elles versent au gouvernement. Okay? Donc, aujourd'hui, il faudrait vraiment que l'action devrait être limitée aux objectifs politiques les plus essentiels et être imposée d'une manière qui soit la moins restrictive possible pour le commerce. Donc, je vous remercie vraiment de votre attention et je pense que ces différents éléments vont servir de base dans nos discussions durant le panel tout à l'heure. Merci beaucoup et nous allons arrêter le premier sondage maintenant. OK, et donc, après le premier sondage, donc nous allons passer au deuxième sondage qui, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sera à votre droite. Et la question qui vous sera posée est la suivante. Quand est-ce que les restrictions de localisation des données sont-elles justifiées? Protéger la sécurité nationale. Deuxièmement, protéger l'économie locale. Troisièmement, pour certains types de données. Et quatrièmement, jamais. Des mesures de protection des données adéquates devraient être prévues. Et so, Nive, you can put the second poll. Et donc, là, nous allons passer à nos différents panélistes. Donc, le premier panéliste que nous allons avoir aujourd'hui, c'est M. Mamadou Niane. Donc, M. Mamadou Niane est le secrétaire permanent à la Commission de protection des données personnelles du Sénégal. Il en a été aussi le directeur des affaires juridiques du contentieux et de la conformité de novembre 2016 à mars 2020. Il est agrégé des facultés de droit et professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Le professeur Niane a participé à l'élaboration des législations pour la société de l'information au Sénégal et plus récemment, il a coordonné la réforme du cadre législatif et réglementaire sur la protection des données personnelles au Sénégal. Il est membre aussi de plusieurs comités techniques dédiés à la protection des données personnelles et à la cybersécurité au Sénégal et à l'international. Monsieur Niane, vous avez la parole. Merci beaucoup,
Seyni. Donc, je profite de ma prise de parole pour remercier GSMA et les organisateurs donc, de l'activité et d'avoir pensé à associer les régulateurs africains dans cette réflexion très importante. Donc, pour aller dans le vif du sujet et rester dans le temps, donc, il faut rappeler les enjeux. Pourquoi les autorités de protection et les législations de manière générale s'intéressent un peu à l'Internet des objets, donc, et plus précisément à sa régulation. Dans les pays francophones de manière générale et dans les pays qui se sont inspirés de la loi de 1978 en France sur l'informatique et les libertés, la donnée personnelle est conçue comme étant un droit subjectif, c'est-à-dire un prolongement de la personnalité de l'individu. Ce qui fait que dès le départ, la donnée personnelle n'a jamais été conçue comme ayant une valeur économique et susceptible de transaction, au point de pouvoir produire toute cette valeur que vous avez déjà exposée. Donc, c'est ce biais initial qui a rendu complexe la régulation de la donnée, quelle que soit maintenant la technologie qui est utilisée, que ce soit l'IoT, l'intelligence artificielle ou les autres technologies qui sont utilisées. Nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, les enjeux sont très importants parce que la donnée est au cœur d'une nouvelle économie numérique et la donnée a une valeur économique certaine. La donnée est un enjeu concurrentiel entre les entreprises numériques et la donnée est même devenue un enjeu géopolitique et un enjeu stratégique, ce qui justifie un peu les mesures restrictives sur la localisation des données. Ce qui se passe actuellement au niveau de la régulation, c'est que nous avons des modèles de régulation qui sont assez simples dans nos différentes législations. Le principe, c'est l'interdiction de tout transfert de données. Et là, vous convenez avec moi que c'est un premier niveau de blocage par rapport à notre discussion. Le principe en matière de transfert de données, c'est l'interdiction de transfert. Maintenant, il y a des dérogations qui peuvent être justifiées pour que les données puissent migrer d'un pays A vers un pays B. La mobilité de ces données est assujettie d'abord à une décision d'adéquation. C'est le premier principe prévu par nos législations. La décision d'adéquation, si je prends l'exemple du Sénégal, est basée sur au moins 2 facteurs. Il faut d'abord que le pays de destination des données dispose d'une loi sur la protection des données à caractère personnel. Deuxième élément, il faut que ce pays soit doté d'une autorité de contrôle qui est à même de garantir les droits individuels des personnes qui sont concernées. Troisième critère, c'est la vérification du niveau d'adéquation entre la loi du pays de départ des données et la loi du pays d'arrivée ou de destination des données. C'est une décision administrative qui va donc être prise pour dire que ce pays présente un niveau d'adéquation. Et à partir de ce moment, les données peuvent être transférées librement. Il y a d'autres dérogations qui sont prévues, mais sous forme de garantie à apporter. C'est au cas où le pays de destination ne disposerait pas d'une loi sur la protection des données à caractère personnel ou d'une autorité. Dans ce cas, des mesures équivalentes sont prévues. Parmi ces mesures équivalentes, vous avez maintenant les règles contraignantes d'entreprise. Le temps ne me permet pas de passer en revue toutes ces mesures, mais je choisis simplement les mesures contraignantes d'entreprise parce que ces règles sont édictées par l'entreprise qui entend utiliser les données à caractère personnel pour les valoriser et faire son business. Dans ce cas, cette entreprise doit d'abord cartographier ses traitements, mesurer les risques, leur impact, voir quelles sont les vulnérabilités et enfin apporter les correctifs nécessaires en cas de violation de données. Lorsque ces règles contraignantes sont des règles intra-groupe ou des règles spécifiques à une seule entreprise, nous évaluons ces règles dans les formalités de déclaration préalable afin de dire que cette entreprise présente des garanties suffisantes. Et voilà aujourd'hui l'état actuel de nos législations, et particulièrement de la législation sénégalaise, vis-à-vis de ce problème de mobilité des données utilisant l'IoT. Récemment, en 2016, il y a eu le modèle du RGPD qui donne un aperçu de ce que peut être un espace harmonisé.
parce qu'ils ont adopté un instrument juridique unique, c'est le RGPD. Ils ont institué un guichet unique de contrôle, ce qui permet de centraliser, de rationaliser la gestion des plaintes. Et ils ont décidé aussi de l'application extraterritoriale du RGPD, ce qui veut dire que la protection du consommateur européen va se prolonger dans d'autres systèmes juridiques, dans d'autres continents, dans d'autres pays, en offrant aux consommateurs européens les mêmes garanties. Vous avez suivi l'actualité, vous avez vu que la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé le Privacy Shield qui servait de fondement de transfert de données et toutes les conséquences qui ont suivi l'affaire Schrems 1 et 2. En Afrique, nous sommes dans cette dynamique avec toutes les autorités. Je salue au passage la présidente Ouedraogo, Marguerite Ouedraogo, qui va revenir peut-être sur ces initiatives mieux que moi. À travers l'Alliance Smart Africa, à travers le programme PRIDA de l'Union africaine et à travers les initiatives du Réseau africain des autorités de données à caractère personnel, nous sommes en train de construire un espace juridique harmonisé avec les mêmes standards, les mêmes principes de protection, ce qui devrait faciliter la circulation des données. Ça, c'est au niveau des politiques majeures. Au niveau du contexte juridique, pour les pays de la CEDEAO, par exemple, la CEDEAO a adopté l'acte additionnel en 2010. Cet acte additionnel crée un espace de libre circulation des données à l'intérieur de la zone de référence. Si vous articulez cet espace harmonisé au droit de la concurrence de l'Afrique de l'Ouest, avec la liberté de circulation des biens, des personnes, des valeurs, etc., rien n'empêche, théoriquement, rien n'empêche une libre circulation des données, même si c'est basé sur l'IoT, dans la mesure où tous les pays respectent le cadre de l'acte additionnel de la CEDEAO. Les problèmes qui se posent sont de deux ordres. Pour un peu anticiper sur un point soulevé par Seyni dans la discussion, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut transférer toutes les données de la même manière? Non. Dans nos législations, le statut de la donnée détermine la facilité ou non de son transfert. Les données qui sont dites données sensibles, comme les données de santé, ne peuvent pas être transférées de manière aussi simple que les autres données identifiantes qui n'ont pas ce statut. Les données de santé, pour être transférées, nécessitent une déclaration préalable, une autorisation préalable, parfois une étude d'impact avant d'être transférées, ce qui n'est pas le cas de toutes les données. Deuxième chose par rapport à la localisation, c'est les questions de plus en plus de souveraineté nationale sur les données. Donc ces questions de souveraineté nationale ne sont pas encore réglées d'un point de vue juridique. Mais dans la pratique sénégalaise, les données qui concernent par exemple l'état civil, la santé ou les données qui concernent la sécurité, les traitements judiciaires, ces données, on exige qu'elles soient hébergées exclusivement au Sénégal, à défaut maintenant d'une impossibilité technique de les héberger, ce qui pourrait ouvrir la voie à un transfert des données et amener une dérogation à l'obligation de localisation des données. Donc, les données qui sont dites sensibles, le régime juridique risque de ne pas évoluer facilement, alors que pour les autres données qui ne sont pas sensibles, rien ne s'oppose à des entorses à la localisation, au principe de localisation des données, au principe concurrentiel et une meilleure mobilité des données. Voilà un peu l'état des lieux par rapport à ce qui se passe actuellement. Je ne veux pas mobiliser la parole. Dans les discussions et dans les échanges, je vais revenir, selon les questions, sur des aspects beaucoup plus précis. Je vous remercie, Seyni, en espérant avoir un peu répondu à vos attentes. Merci beaucoup, Mamoudou. En tout cas, ta présentation était vraiment bien faite. Et après, je pense que nous allons te demander un document que nous pourrons partager avec les participants. Donc après la réunion, donc on te demandera un document parce que c'était vraiment riche et je pense qu'il y a beaucoup d'informations que les gens qui sont présents aujourd'hui voudraient avoir pour pouvoir avoir plus d'informations. En tout cas, merci beaucoup. D'accord, je vous remercie.
Ok, donc désolé. Nous allons passer à Balkissa Idesido, qui est la Public Policy Manager au niveau de Facebook. Donc, le temps que... Ok, donc Balkissa est la responsable des politiques publiques de Facebook pour l'Afrique francophone. Donc, avant de rejoindre Facebook, elle a évolué dans le secteur des droits de l'homme en tant que responsable des campagnes, puis responsable de la recherche pour l'Afrique centrale à Amnesty International. Elle a une vaste expérience dans le secteur du développement en Afrique, plus précisément les objectifs de développement durable et l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Elle a aussi travaillé dans le secteur du conseil et de la stratégie avec plusieurs cabinets, dont de Monitor Group. Son parcours éducatif est essentiellement africain. Balkissa est de nationalité nigérienne. Donc, Balkissa, bienvenue et je te donne la parole. Donc, bonjour à tous, monsieur le modérateur, messieurs les panélistes, mesdames et messieurs. J'en profite pour remercier JSMA pour l'opportunité de prendre part à ce panel sur une thématique aussi importante et adaptée au contexte actuel mondial, mais aussi africain. Donc, cela a été mentionné par les intervenants. Le fait que la circulation des flux de données transfrontaliers est de nos jours au cœur de l'économie. Elle permet aux gens de se connecter instantanément, aux entreprises de faire du business, au gouvernement d'offrir de nouveaux services plus efficaces à leurs citoyens. L'Internet a fondamentalement changé qui, quoi et comment on fait des affaires. Et aujourd'hui, pratiquement toutes les transactions transfrontalières utilisent Internet. Et on voit que les entreprises s'appuient de plus en plus sur les données pour toutes sortes d'activités, que ce soit la recherche, le développement, la gestion des ressources humaines, la coordination des processus de production et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la production en usine et aussi les activités liées à la vente et à l'après-vente. Donc, encore une fois, les intervenants précédents l'ont mentionné, les flux de données transfrontaliers sont devenus et vont continuer d'être essentiels pour la croissance, mais aussi le dynamisme des économies locales africaines et aussi de l'économie mondiale. Et il a d'ailleurs été prouvé que l'impact en fait de cette nouvelle économie-là, en fait des flux de données, a un impact plus important sur la croissance économique que les flux de marchandises traditionnels. Et dans le rapport qui a été présenté au début de ce panel, on a vu comment en fait les gains découlant de l'Internet des objets dans les économies émergentes, comme la plupart des économies en Afrique, peut être considérable sur différents aspects comme le PIB, les exportations et l'emploi. Or, comme il a été mentionné, cette technologie de l'Internet des objets dépend des données et de leur disponibilité. L'étude est allée même plus loin en montrant qu'en fait que les restrictions au flux de données peuvent réduire de plus de moitié, de plus de 50%, les gains liés à l'Internet des objets en particulier. Or, malgré les gains et avantages que représentent les flux de données transfrontaliers, on constate de plus en plus un appétit grandissant des régulateurs, y compris en Afrique, d'imposer des mesures restrictives pour réguler la circulation des données à travers les frontières. Et cela a été mentionné par le régulateur qu'il y a différentes en fait motivations qui peuvent être derrière ce type de mesures restrictives. Les restrictions que nous observons exigent par exemple qu'une copie des données soit stockée ou traitée localement. Elles peuvent aussi interdire le transfert de données à l'étranger ou imposer certaines conditions au transfert à l'étranger des données ou d'un type de données. Donc souvent, les restrictions sont motivées par le besoin légitime de protéger la vie privée des citoyens et aussi les droits humains. Parfois aussi, les décideurs estiment qu'en exigeant en fait le stockage et le traitement des données au niveau national, ils pourraient augmenter les emplois, l'investissement et l'innovation.
je dirais sans argument véritablement concret, parce que si on prend le cas de la création de l'emploi, qui est l'argument selon lequel la localisation des données contribuera à un boom des emplois dans les centres de données nationaux. En fait, il est vrai que les centres de données contiennent du matériel coûteux, qui est d'ailleurs généralement important, et créent des emplois temporaires pendant la construction de ces centres de données-là. Très souvent, et en fait, ils emploient relativement peu de personnel parce que ils sont hautement automatisés. Ils utilisent l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'en fait, le nombre d'employés nécessaires pour assurer leur bon fonctionnement est très réduit. Et ça montre donc en fait que l'argument selon lequel exiger que le stockage et le traitement de données se fassent au niveau national ne va pas créer une augmentation des emplois. Encore là, il y a de nombreuses études et l'étude également de la GSMA, le rapport qui a été présenté, démontre en utilisant vraiment des statistiques, des chiffres, que la localisation des données et autres restrictions similaires sur les flux de données transfrontaliers vont plutôt conduire à une augmentation des coûts dus notamment à la duplication des infrastructures de data center, une augmentation du coût de la connectivité, du coût des applications et autres services, avec le risque d'une offre en fait d'applications limitée et une qualité inférieure, parce que les entreprises devront parce que les entreprises devront en fait s'approvisionner auprès de fournisseurs nationaux. Et troisièmement, il y a en fait le fait que ces régulations restrictives auront une conséquence négative sur l'économie nationale du continent et aussi sur la sécurité, la vie privée et les droits humains des citoyens. Parce que si on impose que les données soient conservées et traitées dans des emplacements limités dans un pays donné, ça va vraiment à l'encontre des protocoles de cybersécurité et ça assujettit les données à des failles de sécurité et ça rend en fait la tâche beaucoup plus facile aux hackers, par exemple, qui n'auront qu'à pirater quelques serveurs qui sont localisés dans le pays pour avoir accès aux données de tous les utilisateurs dans ce pays donné là. Donc, on se rend compte en fait là que permettre les flux de données transfrontaliers représente énormément d'avantages, tant pour les économies locales et que l'économie globale, que les restrictions sont justifiées par de nombreux arguments, souvent pas fondés, et que en réalité, le fait d'exiger que les données soient stockées et au niveau national en fait qu'augmenter la vulnérabilité de ces données-là et auront un impact négatif sur les économies et aussi les gains qu'on pourrait avoir à travers en fait l'accès à ces données-là. Mais avant de terminer, pouvoir revenir en fait sur la protection des données et la confidentialité, qui est vraiment cruciale, et celle-ci ne doit pas être compromise par les transferts internationaux de données, et d'ailleurs même les transferts de données et la protection des données ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc les entreprises jouent un rôle clé dans la protection des informations qui sont sous leur contrôle et elles devraient plutôt être tenues à rendre compte de la protection continue des données transférées où qu'elles se déplacent. Chez nous, à Facebook, nous pensons qu'une protection efficace
de la vie privée et des données nécessitent un cadre harmonisé à l'échelle mondiale. Nous avons entendu beaucoup appeler à une régulation de la vie privée compréhensive et conforme au RGPD. Et Monsieur Niang a expliqué un peu en quoi consistait le RGPD et je pense que c'est une bonne nouvelle de savoir que les régulateurs en Afrique sont en train de travailler ensemble pour pouvoir mettre en place un espace juridique harmonisé. Donc, à Facebook, nous pensons vraiment que les nouvelles régulations en matière de confidentialité dans le monde, y compris en Afrique, devraient s'appuyer sur certains grands principes qui sont mentionnés dans le RGPD. Il y en a notamment 4 que nous pensons sont utiles. Il y a notamment le principe de choix et de contrôle. Donc, les cas de protection de données devraient protéger le droit des individus et choisir comment les informations sont utilisées, tout en permettant aux entreprises d'utiliser les informations à des fins de sécurité et de fournir aussi des services plus adaptés. C'est vraiment essentiel de trouver le bon équilibre sur ce plan-là. Deuxièmement, les régulations en matière de localisation de données ne devraient pas exiger que les données soient stockées localement, ce qui les rendrait, comme on l'a vu, plus vulnérables à un accès injustifié. Troisièmement, les sanctions. Donc, les réglementations devraient établir un moyen pour responsabiliser les entreprises à imposer des sanctions raisonnables lorsque des erreurs sont faites. Et quatrièmement, nous pensons qu'un cadre mondial commun, plutôt qu'une régulation qui varie considérablement d'un pays à un autre, garantirait que l'Internet ne se fracture pas, que les entrepreneurs puissent créer des produits qui servent tout le monde et afin que tout le monde en fait puisse aussi bénéficier des mêmes produits. Donc, je vais m'arrêter là et juste résumer en quelques mots. Il est important que tous les acteurs travaillent main dans la main et je salue encore cette initiative qui vise à amener différents acteurs ensemble pour parler des flux de données transfrontaliers et aussi de la réglementation. Donc, il est important que les acteurs travaillent main dans la main pour pouvoir mettre en place un cadre commun qui vise vraiment à favoriser les flux de données transfrontaliers, tout en assurant la protection de la vie privée, aussi la sécurité des citoyens. Merci et je reste disponible pour des questions. Merci beaucoup, Balkissa, pour ta brillante intervention. Vraiment, nous te remercions et donc je pense qu'elle a été vraiment très utile. Nous allons sans tarder passer la parole à Monsieur Barthé de RTL RDC et nous lui demandons aussi de ne pas trop prendre de temps parce que nous sommes un peu en retard. Donc, de respecter un peu le timing afin de permettre aux derniers intervenants de pouvoir passer dans les délais et aussi d'avoir des questions tout à l'heure. Barthé, est-ce que ton micro est activé cette fois-ci? Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous m'entendez là maintenant. Oui, on t'entend. Allô? Excellent. Ok, passons au slide suivant. Le suivant. Next slide, please. Le suivant, ça c'est juste. Next, please. Oui, ici nous avons essayé de circonscrire. Can you come back, please? Voilà, le concept général par rapport à notre sujet du jour sur la donnée, les lois. Next, please. Voilà. Sur les notions, les concepts de base, notamment concernant la loi sur la protection des données privées. Je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus parce que tous les collègues en ont parlé déjà. La problématique de transfert des données transfrontalières, de traitement des données transfrontalières, c'est une question qui est très importante dans la mesure où on ne peut pas imaginer aujourd'hui le monde fonctionner sans que l'on puisse
échanger l'information, et particulièrement dans les cas particuliers de l'Afrique, comme l'a si bien dit Seini, étant donné qu'on vient d'activer la zone de libre-échange panafricaine. Next slide, please. L'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est un aspect très important. L'Internet des objets, il s'adresse au réseau d'objets physiques ou choses embarquées avec l'électronique, les logiciels, les capteurs et la connectivité, qui permet à ces objets de collecter et d'échanger des données. En fait, c'est l'état actuel de la technologie. La technologie nous amène à un niveau tel que nous puissions avoir la facilité d'accéder à l'information, je dirais quasi à temps réel et à travers le monde où que l'on se trouve. Next slide, please. Quel est l'état à aujourd'hui de la situation des données, de la protection des données en Afrique? La Convention de Malabo, qui a été adoptée en 2014, constitue un premier jalon. Aujourd'hui, du moins jusqu'à fin 2020, il y a eu quelques pays africains qui ont ratifié cette convention de Malabo. Et il en faut 15, on n'est pas encore arrivé à 15 pays pour que cette convention puisse entrer en application. Mais il y a nécessité. Et la nécessité est qu'aujourd'hui, les États africains fassent un effort pour pouvoir ratifier la convention de Malabo. Et cela constituera un pas très important pour que l'Afrique puisse aller vers la libre circulation des données tout en les protégeant. Et quel est l'état aujourd'hui de l'état législatif de la protection des données en Afrique? Un peu plus de 19 pays africains ont déjà une législation sur la protection des données personnelles. Il y a la liste des pays que j'ai essayé d'épingler là-bas. Il y a d'autres États qui continuent à travailler ou soit dont les projets de loi sont au niveau d'adoption dans leurs parlements respectifs. Et ça, c'est aussi un aspect important pour les Africains, pour que nous puissions avoir un cadre législatif qui protège de manière claire le traitement des données et l'échange des données privées et personnelles de manière particulière, et même des données corporatrices. Next slide, please. Voilà, de manière générale, les pays qui ont déjà un cadre législatif africain qui est adopté, c'est que nous pouvons résumer, c'est que dans l'ensemble, la plupart de ces pays ont des aspects communs qui ont été développés dans leur législation. Il s'agit notamment des avis sur le droit des clients et des données qui sont collectées, le consentement, l'obtention du consentement préalable du client ou de la personne, de l'individu, avant de collecter ces données, mesurer pour assurer la sécurité des données, les mesures pour assurer la sécurité des données, le droit des clients ou des personnes d'accéder à leurs données personnelles et de demander une correction au cas où il y a une erreur qui est constatée, l'obligation pour l'entreprise privée de garantir l'exactitude des données et de protéger son intégrité, les règles de conservation et de destruction des données, les conditions générales d'enregistrement auprès d'une autorité de protection des données, DPA. Certains pays, soit dit en passant, certains pays africains ont déjà mis en place l'autorité de protection des données. Ce n'est pas le cas pour la RDC jusque-là, mais ce sont des projets sur lesquels on devra mettre une priorité particulière. La restriction sur le transfert transfrontalier des données personnelles, droit des clients ou des personnes d'être avertis en cas de violation des données. Voilà un peu résumé les aspects que l'on retrouve dans la législation africaine dans les différents pays qui ont déjà mis en place un cadre législatif relatif à la protection des données. Next slide, please. L'Internet des objets. L'Internet des objets, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais en résumé, comme on l'a déjà dit, ça part
des moyens technologiques qui facilitent la collecte de l'information quasi à temps réel et le traitement de cette information, la conservation de l'information et la facilité de pouvoir l'échanger et y accéder de manière aisée. Next slide, please. Où est-ce qu'on en est? Quelle est la feuille de route de traitement ou de l'exploitation de l'Internet des objets? Vers les années 2000, je dirais que c'est là qu'on peut constater la source. On était encore dans la genèse du système de traitement de l'Internet des objets. Et à cette époque, on partait juste on a mis en place des dispositifs pour la collecte des informations basiques. 2010, il y a eu évolution qui a visé notamment la réduction de coûts, menant à la diffusion dans la deuxième vague d'applications. Ensuite, on est passé à la capacité des appareils situés à l'intérieur à recevoir des signaux géologiques. 2020, on a atteint le niveau de la miniaturisation électronique et éco-énergétique et des spectres disponibles. Nous continuons à évoluer et l'évolution tend vers les applications qui permettront aux capteurs de fusionner les informations de manière avancée. Et c'est là la tendance vers laquelle nous allons, vers laquelle l'Internet des objets va nous conduire. En résumé, pour dire que l'importance d'avoir l'infrastructure technologique en place, avec tout naturellement les spectres nécessaires disponibles, permettra et facilitera d'atteindre et d'arriver, de permettre aux usagers, au public, d'arriver vers cette évolution technologique du futur. Next, please. Maintenant, il y a les controverses derrière ça et certaines critiques. On échange les données, c'est très bien, mais en même temps, on doit s'assurer, la technologie permet cet échange des données, mais on doit s'assurer de la protection et de la sécurité des données personnelles. Ça, c'est un aspect qui est très important dans la mesure où il y a des réserves qui sont émises, notamment concernant la manipulation politique de ces données et de ces informations. À partir du moment où les données sont dans un domaine public, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que les politiques peuvent les exploiter pour des raisons sécuritaires? Est-ce qu'il y a toute une série de questions qui se posent, raison pour laquelle il y a vraiment nécessité qu'un cadre légal et réglementaire soit clairement mis en place pour permettre de rassurer toutes les parties prenantes. Next slide, please. Voilà. Sur le transfert des données, les données transfrontalières, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut plus se poser des questions. Le monde étant ouvert, la nécessité d'échanger et de faire du commerce et même de traiter les informations de tous les aspects de la vie, hein, en partant de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances. Yes. Hello? Can you hear me? Il te reste moins de 5 minutes. Oui, moins de 5 minutes. OK, no problem. OK, donc il y a nécessité effectivement que les échanges de données se fassent, mais que cela se fasse dans un cadre bien réglementé. D'autant plus que on ne peut pas aujourd'hui s'opposer à ce que l'échange d'informations soit là. On ne peut pas aujourd'hui s'opposer à ce que l'information puisse circuler à travers le monde. Il est juste question aujourd'hui que les décideurs politiques puissent mettre en place le cadre qui va permettre et faciliter que cet échange, la collecte de l'information et l'échange puissent se faire dans un cadre rassurant, sécurisant, sécurisé, et que l'information qu'elle soit logée outre-Atlantique, qu'elle soit logée sur les clouds, entre guillemets, moi je dirais peu importe, mais le plus important c'est qu'elle soit mise dans un cadre sécurisé qui rassure toutes les parties et permette à ce que les organisations tant commerciales que publiques
financières puissent avoir accès à la partie d'information dont elles ont besoin pour leur fonctionnement et pour faciliter leur performance. Next slide, please. Nous arrivons sur la considération concernant les affaires. En ce qui concerne les affaires, le niveau de la sensibilité de l'information des clients qui sont détenus par les différentes organisations commerciales ou financières ou bancaires est très, très importante. On doit s'assurer que les données sont bien protégées et bien sécurisées. Même quand il s'agit des multinationales, on doit s'assurer que les données des personnes qui sont traitées ou des clients qui sont traités dans leurs différentes juridictions sont protégées, tout en mettant la facilité qu'elles soient échangées ou traitées dans une certaine mesure afin de permettre à l'opérateur économique de pouvoir continuer à opérer en toute aisance et dans toute la souplesse et la facilité nécessaires. Encore une fois, je reviens sur la nécessité de la mise en place des processus de protection des données qui doit rassurer toutes les parties prenantes et permettre que l'information soit exploitée en toute sécurité et en toute confidentialité au bénéfice des différents stakeholders, au bénéfice de différentes parties prenantes, sans que les uns les autres ne puissent se sentir en insécurité ou qu'ils soient exposés au risque de pénalité du fait qu'il n'y a pas un cadre réglementaire et législatif très précis. Ça, c'est un préalable très important, mais la nécessité est là et il faut qu'on y aille, il faut qu'on y arrive. Next, please. En conclusion, qu'est-ce que nous retenons? Il y a nécessité d'échanger les informations entre États. Les cadres commerciaux, déjà l'Afrique aujourd'hui a ouvert ses frontières avec la mise en place de la ZLECAf. 52 pays, c'est une grande opportunité pour le développement des affaires en Afrique. C'est une grande opportunité pour l'échange d'informations entre les différents acteurs africains dans un cadre global, dans un cadre économique global. Et cela ne peut pas se faire, on ne peut pas y arriver si on veut s'isoler sur le plan numérique. Avec l'isolation, entre guillemets, numérique, on ne peut pas atteindre cet objectif d'une économie globalisée. Ceci étant, il y a nécessité, une fois encore, qu'il y ait une coopération entre les différentes autorités de régulation pour que les affaires puissent évoluer et pour que l'Afrique puisse atteindre ses ambitions avec l'ouverture des frontières telle qu'on l'a vu à partir de ce mois de janvier avec la mise en place de la ZLECAf, pour que cette organisation, cette convention de la ZLECAf devienne une réalité, il y a nécessité que les cadres réglementaires accompagnent la facilitation d'échange des données, la facilité de la protection d'informations entre les différents États. Next and last one. La recommandation, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est que nous demanderons que les États puissent s'interpeller et que rapidement, ceux qui n'ont pas encore une législation sur la protection des données en place, étant donné qu'il y a la Convention de Malabo qui est déjà là, que les États puissent accélérer la ratification de la Convention de Malabo. Ça, c'est d'une part. D'autre part, que le public, les usagers soient informés, qu'un mécanisme soit mis en place pour que l'information soit portée à la connaissance, à la portée, excusez-moi la tautologie, à la portée du public pour qu'ils sachent et qu'ils comprennent c'est quoi l'information, c'est quoi la donnée privée, comment est-ce qu'elle peut être protégée, jusqu'à quel niveau, afin de rassurer le public qui fait partie de la chaîne de valeur dans la construction de l'information,
Ça, c'est une étape très importante, que l'on puisse sensibiliser, informer le public pour qu'il soit rassuré. Et enfin, que un cadre de négociation et d'échange panafricain soit mis en place pour permettre une bonne coopération sur l'échange d'informations, l'échange de données, pour que la mise en place du cadre commercial et économique devienne une réalité. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour toute question ou clarification qui sera introduite. Merci. Merci beaucoup Barthé pour ta présentation, et sûrement il y aura des questions. Donc on va tout faire pour que vous puissiez répondre aux questions avant la fin du panel. Donc rapidement, je vais passer à notre dernier panéliste qui s'appelle Monsieur Philippe Defraigne et qui est le directeur fondateur de Cullen International depuis 1998. Il a beaucoup travaillé sur la réglementation européenne affectant les secteurs des télécoms et de l'Internet et la mise en œuvre au niveau national dans toute l'Europe. Il est largement considéré dans l'industrie comme l'un des principaux experts dans le domaine. Il a été pionnier de la pratique de l'analyse comparative transnationale de la réglementation nationale, de la méthodologie de base utilisée dans l'ensemble de Cullen Services de renseignements internationaux. Actuellement, il dirige les activités de développement commercial de l'entreprise, se concentrant sur le développement des activités de Cullen en dehors de l'Europe, en particulier en Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Il présente fréquemment les recherches de Cullen dans l'industrie, dans les conférences, les briefings clients et les formations. Et donc, et juste pour vous dire, parce que beaucoup ne connaissent pas Cullen, donc Cullen International est un fournisseur indépendant de renseignements réglementaires qui aide les organisations à gagner en clarté et un aperçu de la réglementation et du droit de la concurrence dans le secteur des communications. Donc, bonjour à tous. Je vais faire court pour rattraper un peu le timing. D'abord, un mot sur les données à caractère personnel, la protection de la vie privée. Mamadou a fait un exposé extrêmement clair auquel je souscris totalement. Ce que je souhaite peut-être renforcer, c'est donc, on voit bien que un flux transfrontalier de données à caractère personnel ne peut se faire que dans un cadre légal qui assure aux citoyens du pays d'origine une protection au moins égale dans le pays où les données vont être stockées et traitées. Alors, je pense qu'à terme, Balkissa appelait de ses voeux une autorité mondiale de la vie privée, de la protection de la vie privée. On peut en rêver, on rêve tous d'un gouvernement mondial, mais non, c'est un peu, je pense, un rêve de très long terme. Ce qu'on peut peut-être appeler de nos voeux de manière plus réaliste, c'est dans le cadre d'un accord de libre-échange tel que celui qui couvre l'Afrique aujourd'hui, c'est de voir dans les prochaines années émerger une structure qui coordonne étroitement le développement de la réglementation de la vie privée dans chacun des pays africains et qui harmonise les règles de fonctionnement de ces autorités dans chacun des pays. Et ça va donner une plus grande confiance aux citoyens africains que peu importe le pays dans lequel ces données seront traitées, elles le seront avec une sécurité juridique équivalente à celle du pays d'origine. Voilà pour la protection de la vie privée. Donc, je pense qu'il est intéressant de réfléchir à une institution, une coordination des autorités de la vie privée à l'échelle africaine. Un deuxième mot rapide maintenant pour ne plus parler des données à caractère personnel, de dire qu'il y a dans les données à caractère non personnel, il y a évidemment des données à caractère stratégique. En Europe, par exemple, tous les réseaux d'électricité sont interconnectés pour équilibrer plus facilement l'offre et la demande et réduire les dangers de blackout. Il est clair que ce type d'échange de données fait l'objet d'un cadre réglementaire tout à fait spécifique. Ce n'est pas le cadre réglementaire normal. Dans certains pays, les données sont classées défense, donc ça, il faut l'accepter. Tous les secteurs de l'économie ne sont pas. Alors, je voudrais simplement terminer
en faisant un plaidoyer un peu nuancé sur les politiques protectionnistes. Alors, le protectionnisme dans l'histoire du développement de certains pays, je pense à la Corée par exemple, a parfois bien fonctionné, mais c'est une arme de politique économique à utiliser avec beaucoup de parcimonie. Lorsque vous créez des barrières au libre-échange dans un domaine de l'économie, si on parle de données, donc derrière les données font partie d'un écosystème avec tout l'ICT, le décideur national de politique économique nationale qui décide de telles restrictions a l'espoir de voir, si vous voulez, émerger sur son territoire un champion dans le domaine de l'ICT. Alors, il ne faut pas critiquer ce genre de politique, c'est un rêve qu'on peut avoir, mais il faut le nuancer par deux choses, et j'en terminerai par là. La première, c'est que lorsque vous créez du protectionnisme dans un secteur de l'économie, tous les autres secteurs de l'économie dépendent de ce secteur. Et quand on parle de données et d'informatique, c'est l'ensemble de l'économie qui en dépend. Tous les secteurs qui en dépendent en souffrent, puisqu'ils ne peuvent pas bénéficier de la meilleure technologie disponible de par le monde. Et la deuxième dimension qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'il faut utiliser ce genre d'armes économiques dangereuses que dans des secteurs où vous avez de fortes chances de gagner. Donc, voilà. Et sachant que le domaine de l'informatique et de l'ICT sont des domaines où il y a des économies d'échelle gigantesques, il est peu probable, à moins que vous ne soyez un pays comme l'Inde, la Chine, peut-être le Brésil, voilà, si vous n'avez pas un marché immense, c'est une politique économique extrêmement dangereuse parce qu'il est très probable que la taille de votre marché national ne sera pas suffisante que pour faire émerger un champion qui va pouvoir à terme se battre avec succès sur les marchés internationaux. J'en terminerai par là. Merci beaucoup Philippe. En tout cas, d'abord je te remercie d'abord d'avoir bien tenu le temps et je pense aussi que ton plaidoyer et tes explications ont bien été entendues et retenues et sûrement qu'il y aura des questions pour toi. Donc en tout cas, je remercie tous les présentateurs et panélistes pour leurs présentations qui ont été fructueuses et puis qui apportent beaucoup d'informations. Je rappelle aussi avant que vous avez un box de questions-réponses, donc vous pouvez poser vos questions et aussi que l'ensemble des documents seront envoyés par mail aux participants. D'accord? Et même la présentation de partie que nous allons même traduire en français pour vous. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Alain Bétou. Donc, Alain Bétou est congolais d'origine. Il est notre policy manager pour l'Afrique centrale. Il est basé en RDC. Et donc, c'est lui qui va faire la modération pour le panel et poser des questions. Donc, Alain, c'est à ton tour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Séni, et merci à tous les intervenants de ce jour. Nous allons passer rapidement à un jeu de questions-réponses. On n'a plus beaucoup de temps. Alors, la première question, je vais l'adresser au professeur Mamadou de la Commission de protection des données du Sénégal. Aujourd'hui, il est établi que tous les gouvernements africains comprennent la nécessité d'une protection des données. Mais on se rend compte que beaucoup d'États n'ont pas encore adopté des législations nationales et beaucoup d'autres traînent les pas pour pouvoir ratifier la Convention de Malabo. Monsieur le professeur Mamadou, selon vous, qu'est-ce qui explique cette réticence des gouvernements à pouvoir adopter à ratifier la Convention de Malabo ou d'adopter des législations sur la protection des données personnelles? Merci, Monsieur Bétu, pour cette question très importante. De l'expérience que nous avons dans la participation des réunions au niveau africain, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Pour certains pays, vous m'excuserez de ne pas citer nommément les pays, pour certains pays, c'est des facteurs stratégiques qui l'expliquent parce qu'ils ont besoin de ces données
pour des finalités qui sont souvent des finalités sécuritaires. C'est des pays qui sont en crise, c'est des pays qui connaissent des crises politiques majeures. Donc, une législation actuellement sur la protection des données à caractère personnel tendrait à contrarier un peu la vision politique globale de ces pays. Pour d'autres pays, c'est le manque d'expertise. Il y a un certain nombre de pays qui se sont rapprochés du réseau, qui se sont rapprochés du Conseil de l'Europe pour disposer de l'expertise nécessaire pour écrire des textes. Ces pays sont d'accord pour disposer de textes, pour disposer d'autorités, mais n'ont pas souvent l'expertise ou les moyens nécessaires. Ensuite, il y a un troisième groupe de pays où la motivation est un peu plus complexe à comprendre. Je vous donne l'exemple de la Convention de Malabo. La Convention de Malabo a été signée par un certain nombre d'États et malheureusement, parmi les signataires, très peu ont ratifié la Convention de Malabo. Au contraire, c'est les États non signataires qui se sont empressés de signer par la suite et de ratifier la Convention de Malabo. Ce qui fait que sur les 15 à 16 signatures nécessaires, aujourd'hui, seuls 8 pays africains ont signé et ratifié la Convention de Malabo. Mais le réseau africain des autorités de protection s'est donné comme mission d'amener tous les pays membres et non membres à se doter d'une législation et d'une autorité de protection. Voilà un peu la situation. Microphone. Vous avez fait un plaidoyer pour des politiques protectionnistes. Est-ce que selon vous, est-ce que ça sous-entend qu'il existe des raisons légitimes pour que les gouvernements restreignent la circulation des données? Et dans l'hypothèse ou dans l'affirmative, comment pouvons-nous nous assurer que les restrictions au transfert des données soient maintenues à son niveau minimum? Non, donc j'ai pas fait un plaidoyer pour les politiques protectionnistes. Hein. Je dis que si on étudie l'histoire du développement économique de nations très successful comme la Corée du Sud, hein, qui est vraiment un très bon exemple, elle est basée sur des politiques protectionnistes en partie. Ce que je tentais de dire, c'est que ce sont des politiques qu'il faut manipuler avec énormément de précaution parce que vous vous tirez le plus souvent dans le pied. Pourquoi? Parce que les secteurs qui sont couverts par ces politiques protectionnistes sont évidemment beaucoup moins efficaces que si on utilisait des fournisseurs qui sont les meilleurs du monde, les plus compétitifs. Hein. Et dès lors, tous les autres secteurs de l'économie qui utilisent les services de ce secteur soumis à protection, eux aussi perdent en efficacité. Donc ça, c'est un premier effet extrêmement négatif. Donc c'est un coût extrêmement important. Et le deuxième dimension sur laquelle je tentais d'attirer l'attention, c'est que ces politiques ne sont justifiables que si à terme, on a de bonnes chances que ça marche, si vous voulez. Et je me permettais d'être un peu sceptique sur la capacité d'un pays de taille moyenne à avoir un marché national suffisant pour devenir un champion dans le domaine de l'ICT. Ce sont des secteurs caractérisés le plus souvent par des économies d'échelle absolument colossales. Même pas les tailles de l'Europe, c'est souvent les tailles du monde. Donc, ça peut marcher peut-être si vous avez le marché chinois ou le marché indien, des choses comme ça, mais pas à l'échelle d'un pays normal. Si vous... Voilà. Donc, je voulais simplement dire un mot des politiques protectionnistes pour pas les condamner bêtement, mais de dire que ce sont des politiques économiques extrêmement dangereuses à manipuler avec beaucoup de précaution parce que le plus souvent, vous vous tirez dans le pied. D'accord. Et la deuxième partie de la question, au cas où il y aurait des raisons légitimes pour des gouvernements d'imposer des restrictions à la circulation des données, comment pouvons-nous nous assurer que ces restrictions sont maintenues à leur niveau minimum? Eh bien, je pense qu'on ne fera pas donc on pense essentiellement à deux catégories de données. Hein. La protection de la vie privée, la première, et des données à caractère stratégique, évidemment, des données de défense, des données qui touchent à la sécurité énergétique, enfin ce genre de choses.
Mais bon, ça, je vais parler des données à caractère personnel parce que en termes de volume, c'est celles-là qui sont vraiment importantes. Et là, je pense que l'Afrique ne fera pas l'économie à terme d'une institutionnalisation de la question. C'est-à-dire que j'aimerais voir, enfin, je pense que c'est dans l'intérêt du développement économique africain que émerge une structure de coordination des autorités nationales de protection de la vie privée qui pourrait être en dialogue permanent et à terme, si vous voulez, définissent un socle commun de ce qui est acceptable en termes de protection minimum de la vie privée. Et avec ça, si vous voulez, des gouvernements pourraient dire, ben voilà, le socle commun africain est défini, tel pays ou telle entreprise n'accepte pas de respecter ce socle n'offre pas les garanties, et donc je refuse que les données de mes citoyens soient exportées. Ce serait tout à fait légitime. D'accord. Merci beaucoup, Philippe. Je vais inviter Madame Balkissa. Il y a beaucoup de questions pour vous. Juste une minute parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Vous avez plaidoyé pour que Madame Balkissa, tu es encore là? Pour que les données soient traitées exclusivement dans les pays d'origine, dans les pays dans lesquels ces données sont collectées. Il y a un intervenant, un participant. Il y a un participant, monsieur ou madame Valdès Yapi, qui dit que l'un des risques de la localisation des données est la manipulation politique au profit d'une minorité. Êtes-vous de cet avis? Un commentaire rapidement. Merci Alain, merci aussi pour la question. J'ai pas bien saisi. À un moment, il y a eu une coupure, donc. Ah oui. Mais... Oui, je disais par rapport au traitement des données dans le pays d'origine. Y a-t-il pas un risque de manipulation de ces données, de manipulation politique au profit d'une minorité? Voyez-vous cela comme un risque? Merci, c'est une question très intéressante et je pense qu'elle va en droite ligne avec certaines des préoccupations que j'ai eu à mentionner, notamment lorsqu'il s'agit en fait de la protection de la vie privée, mais aussi des droits de l'homme des populations lorsque les régulations exigent à ce que les données soient stockées et traitées dans une zone, dans un pays bien défini. Donc ces risques-là sont réelles et existent parce qu'elles rendent ces données vraiment vulnérables en termes d'accès par soit des hackers, mais même par un gouvernement. Si on est dans le cas, disons, dans le cas d'un gouvernement autocrate et que ce gouvernement veut avoir accès aux données de X ou Y pour une raison quelconque, donc avoir les données de tous les citoyens localisés dans ce pays-là rend l'accès beaucoup plus facile que lorsque les données sont localisées ailleurs. Quand je dis ailleurs, je parle des endroits où en fait ils ont des moyens de sécurisation beaucoup plus avancés, et lorsque les gouvernements veulent accéder à ces données-là, il y a une procédure bien établie qu'ils doivent pouvoir suivre. Donc en bref, oui, désolée, je suis en train de parler un peu vite parce que je vois on a déjà dépassé le temps, donc j'essaye de répondre en quelques secondes comme demandé. Donc je vais m'arrêter là et ravie de pouvoir répondre séparément aux participants qui a posé la question. Merci. D'accord, merci Balkissa. Je m'en vais remercier tous les intervenants, le professeur Mamadou, monsieur Philippe, Balkissa, monsieur Barthé. Nous sommes arrivés au terme de notre webinaire. Ça devenait intéressant avec les questions-réponses. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Donc, pour conclure, on peut dire que c'est vrai que l'IoT, l'Internet des objets, peut stimuler les économies en améliorant la productivité, et cela grâce à l'utilisation des données. Mais il existe cependant une crainte, c'est que les avantages de l'IoT peuvent être compromis par des restrictions en matière de circulation et de flux des données. Nous vous remercions tous. Je remercie tous les participants d'avoir pris part à ce webinaire. Merci à mes collègues de la GSMA qui ont bien voulu présenter, modérer ou préparer techniquement l'événement.
Merci encore à vous tous. Nous espérons que la prochaine fois, vous serez encore des nôtres. Merci et au revoir.